Tribunal criminel spécial, Ephraim Inoni et Jean-Marie Atangana Mobara écopent de 20 ans d'emprisonnement. Les prévenus reconnus coupables des faits de détournement des deniers publics, désormais condamnés, disposent de 48 heures pour se pourvoir en cassation. À suivre également en deuxième partie de cette édition, les échos post-scrutin dans quelques régions du pays. Et puis, en Italie, une reculade de Silvio Berlusconi sauve le gouvernement d'Enrico Letta. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. 20 ans de prison ferme pour Chief Ephraim Inoni et Jean-Marie Atangana Mobara. Au télé Somba, Hubert Patrick Marie acquitté et une condamnation à vie pour le Britannique Joseph Kevin Walls. Les prévenus reconnus coupables des faits de détournement des deniers publics viennent d'être condamnés par le tribunal criminel spécial. Les mises en cause disposent de 48 heures pour se pourvoir en cassation. Le compte rendu d'audience avec Salomon Foué et Serge Tetka. La collégialité dirigée par le président Yap Abdou a vidé son délibéré ce mercredi 2 octobre 2013 dans l'affaire ministère public et État du Cameroun contre Jean-Marie Atangana Mobara, Chief Ephraim Inoni, Otele et Somba Hubert Patrick, Marie et Joseph Kevin Walls, poursuivis pour détournement des deniers publics en coaction. En dehors d'Otele et Somba acquittés, le tribunal a prononcé de lourdes peines à l'égard des 3 autres prévenus. Chief Ephraim Inoni et Jean-Marie Atangana Mobara écopent de 20 ans de prison ferme, chacun assorti d'un mandat d'incarcération décerné à l'audience. Joseph Kevin Walls, le Britannique, jugé par défaut, s'en tire avec une condamnation à vie et un mandat d'arrêt décerné à l'audience. Jean-Marie Atangana Mobara et Chief Inoni Ephraim, qui ne sont pas tombés sous le coup de la confiscation des biens, sont sommés de verser solidairement au trésor public, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 287 millions et 1,425 milliard de francs CFA correspondant au corps du délit. Les dépenses mises à la charge des accusés s'élèvent à 85 millions de francs CFA. Les intéressés disposent de 48 heures pour se pourvoir en cassation auprès des chambres spécialisées de la Cour suprême. Les faits de la cause font état de 2 chefs d'accusation. Le premier a trait à un détournement de 287 millions de francs CFA indûment perçu au préjudice de l'État à travers une convention d'audit de la flotte de la défunte Camer, un contrat passé en violation des dispositions du Code des marchés publics. Le second porte sur une rondelette somme d'1,425 milliard de francs CFA, représentant le trop perçu dans le règlement de l'État du Cameroun de 6 mois d'arriérés de loyer d'aéronefs exploités à la Camer. Un peu plus de 7 milliards avaient été débloqués en juillet 2004 par la Société nationale des hydrocarbures via la Standard Chartered Bank à travers 2 virements au profit de la société en 7, alors que sa créance réelle était de 5 milliards 900 millions de francs CFA. De l'écart évalué à plus d'1 milliard 600 millions, seuls 241 millions de francs CFA avaient été rétrocédés au trésor public camerounais. Le parquet général a requis la condamnation à vie, la confiscation des biens et la déchéance prévue par l'article 30 du Code pénal à l'égard des mises en cause. Le tribunal en a décidé autrement au grand désarroi des familles des accusés. Dans leur dernière prise de parole, Atangana Mobara et Ephraim Inoni affirment n'avoir jamais obtenu ou retenu frauduleusement un bien appartenant à l'État du Cameroun et demandent par conséquent à leurs partisans de garder le calme. Autre chose à présent en santé, le Cameroun dispose désormais de sa carte sanitaire. Elle vient d'être remise au ministre de la Santé publique, André Mamafouda, au Hilton Hotel de Yaoundé, ce 2 octobre 2013. Les partenaires à la santé ont mis en exergue l'intérêt d'un tel système pour l'observation de la santé au Cameroun. Sur les fonctionnalités et autres missions d'une carte de santé, retrouvons Marcel Vondoaben, Salou Mamoudou et Clarisse Nkonjok. Fournir en temps réel des données, informations et connaissances de qualité, telle est la mission assignée à la carte sanitaire que vient de réceptionner le patron de la santé publique, André Mamafouda. Mieux, ces données mises en relief par la carte sanitaire sont un pilier de soutènement du processus décisionnel dans le domaine de la santé au niveau local, national, voire régional, apprend-on de cette cérémonie solennelle de remise de la dite carte. Une carte qui révèle à l'intérieur de chaque zone géographique le système d'information sanitaire, système qui se veut être cet instrument nécessaire à la prise de décision sur le triple plan de la stratégie, du contrôle de l'exécution, mais aussi à la définition d'orientation, à la supervision de leur concrétisation et à l'évaluation de leur incidence, précisent les partenaires du Cameroun dans cette entreprise. C'est donc une vue panoramique des indicateurs existants
et la traduction des informations issues du retour de celles transmises par les professionnels de proximité en indicateurs de suivi. Pour ce faire, le processus doit se conformer à une démarche qui va du recensement des sources et producteurs de données à l'évaluation des actions mises en place en vue de réduire progressivement les inégalités de santé rencontrées et les chiffres alarmants qui décrivent l'état de santé du Cameroun. Au finish, la survie de cette initiative étant tributaire de la gestion et de son application, le ministre de la Santé publique André Mamafouda convie les producteurs de données, acteurs et partenaires du domaine sanitaire et social à s'impliquer activement et à intégrer la notion de travail en réseau, élément clé de la mise en place de ce mode d'observation, que dis-je, de la carte sanitaire. À présent, nous vous invitons à suivre le ministre de la Santé publique qui revient sur la fiabilité des données du système d'observation de la santé par carte. André Mamafouda est au micro de Camus 24. Le Cameroun dispose maintenant d'un outil de mise à jour de sa carte sanitaire, outil qui est développé depuis 2007 en collaboration avec divers partenaires, dont l'Institut national de la statistique. L'Institut national de la statistique restera le partenaire majeur dans la mise en œuvre de l'actualisation et nous pensons que cette structure disposant de toutes les enquêtes qui sont menées sur le plan national et avec l'approche de rentrée de données mise en place avec les structures sanitaires du pays, je suis persuadé que nous aurons dans les prochaines semaines une carte sanitaire beaucoup plus mise à jour parce que aujourd'hui les données datent de 2010 à 2011, nous devons intégrer les données de 2012 et pourquoi pas les données de 2013 et chaque année à une période définie nous allons pouvoir mettre en ligne les nouvelles données et permettre à ce que les Camerounais, les partenaires, que chacun dispose de cet outil qui permet de prendre les bonnes décisions. Dans le domaine des finances, l'initiative postale de transfert d'argent des migrants en Afrique est sur les rails. Ce projet qui vise à améliorer l'accès aux services financiers postaux des familles des migrants africains a été lancé ce mercredi 2 octobre 2013 à Yaoundé par le ministre des Postes et Télécommunications Jean-Pierre Biyitibi Essam, en présence des représentants de l'Union postale universelle et bien d'autres hôtes de marque. Reportage Florian Payot, Alexis Claude Amourou et Serge Tetka pour le récit. L'objectif majeur de ce projet est appelé à être expérimenté dans 4 pays, notamment le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire, par le biais des entreprises postales locales, Sonapost au Burkina Faso, Campost au Cameroun, La Poste en Côte d'Ivoire et au Mali. À en croire les initiateurs, se situe au triple plan économique, réduction des coûts technologiques, application d'un outil de transfert révolutionnaire et social, renforcement des capacités des associations aux services financiers. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des corridors entre les pays, des corridors entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, des corridors entre le Burkina et le Mali. Donc au niveau des planning finance, nous faisons l'assistance technique. Donc nous avons en fait des critères de choix en fait des associations parce que nous allons travailler avec des associations dynamiques pour assurer par exemple une réussite de ce projet. On va prendre des ressources qu'on va former et là c'est pour assurer la pérennité du projet. Parce que le projet, vous savez, un projet dure un temps déterminé, le projet est sur 3 ans. Donc au terme de 3 ans, c'est-à-dire que les personnes ressources au niveau des associations qui sont formées vont continuer les démultiplications pour assurer tout simplement une pérennité de ce projet. Prenant une part active à ce projet au profit de la Campost à travers ses 236 bureaux de poste répartis à travers le pays, le gouvernement est convaincu que les Camerounais peuvent en tirer de nombreux avantages. Le bénéfice, c'est pour l'économie camerounaise d'une manière globale et pour les Camerounais d'une manière particulière. Vous savez, dans la plupart de nos familles, nous avons des membres de nos familles qui sont à l'extérieur, qui y travaillent très souvent. Et lorsqu'ils envoient de l'argent ici, il est bon qu'ils puissent envoyer cet argent avec des frais acceptables. Financé à hauteur d'1 500 000 € sur 3 ans, soit 80% d'apport par l'Union européenne dans le cadre du programme Migration et Développement, ceci va nécessairement présenter de nombreux avantages. Il vise justement à faciliter
les synergies et la coordination entre les postes, les services postaux, et à permettre et à faciliter, à réduire les coûts et à faciliter les transferts. Après cette phase de lancement, les autorités camerounaises sont appelées à s'approprier le projet pour qu'au soir de 2016, des stratégies soient mises en œuvre pour assurer sa pérennisation. À l'étranger, Italie, une reculade de Silvio Berlusconi sauve le gouvernement d'Enrico Letta. Et puis François Hollande rappelle à l'ordre ses ministres après la polémique sur les ROMS. On fait le point avec Divinapi. Manuel Valls n'aurait pas évoqué une maladresse pour justifier ses propos sur les ROMS. C'est ce que confirme son entourage. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec le Premier ministre après la polémique sur les ROMS. Le président doit pour la première fois s'exprimer sur ce sujet. Les supermarchés Monoprix devront fermer au plus tard à 21 h. Plus de 90 magasins de l'enseigne sont concernés par la décision. La CGT a bloqué un accord sur les horaires nocturnes. L'annonce survient en plein débat sur le travail dominical et nocturne après plusieurs interdictions ces derniers jours. Un risque fatal pour l'Italie, c'est ce que prédit le Premier ministre Enrico Letta. Si le Parlement ne lui accorde pas la confiance, le vote est crucial pour la troisième économie de la zone euro. Dans un geste fou, il a demandé dimanche à ses ministres de quitter le gouvernement. Barack Obama reporte un déplacement en Malaisie en raison de la paralysie fédérale de son pays. Environ 800 000 fonctionnaires ont été mis en congé sans solde. Le budget 2013 a été rejeté par les républicains qui ne veulent pas de la réforme de l'assurance maladie. Des temples à perte de vue dont certains ont plus de 1000 ans, Bagan est l'un des sites religieux les plus importants en Birmanie et une destination privilégiée des touristes de plus en plus nombreux. Certains édifices reconstruits sur des fondations d'origine n'ont plus qu'une très lointaine ressemblance avec les temples d'époque. La deuxième partie de cette édition d'information est consacrée à l'actualité électorale qui anime donc la cité camerounaise en ce moment. Si les dieux de la technique sont avec nous, on va essayer d'entrer en ligne avec Maroua où nous attend Célestin Tabouli. Bonsoir Célestin Tabouli. On va attendre un tout petit peu pour que nous soyons en ligne avec l'un des correspondants, c'est-à-dire nous avons ici en attente notre correspondant du côté de l'extrême nord, qui est déjà sur le petit écran, c'est bien sûr Célestin Tabouli qui va commencer donc à nous dérouler les informations, les premières informations reçues de ce côté-là. Alors bonsoir Célestin Tabouli. Bonsoir Donald. Bienvenue à Maroua dans la région de l'extrême nord, la plus belle du Cameroun. Bonsoir Célestin Tabouli. Alors si vous êtes en ligne et si vous me recevez parfaitement, je vais immédiatement vous poser cette première question. A-t-on déjà une idée des premiers résultats dans la région de l'extrême nord? Oui, constat, à 48 heures après les élections, les quelques 996 611 électeurs qui se sont déployés dans 3 768 bureaux de vote pour élire le représentant à l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux continuent d'attendre la proclamation des résultats. Les informations font état de ce que les différentes commissions de vote révéleront dès demain jeudi la liste des vainqueurs du vote du 30 septembre dernier. Les commissions communales de supervision de vote qui vont proclamer ces résultats agissent conformément à l'article 193 alinéa 1 du Code électoral qui dispose que la commission de supervision proclame les résultats des élections municipales au niveau de la circonscription électorale concernée dans un délai maximal de 72 heures à compter de la date clôture scrutin. Il faut dire, Donald, qu'on aurait pu avoir ces résultats aujourd'hui même. Mais hélas, parce que certains bureaux de vote dans la région n'ont pas pu acheminer les procès-verbaux à temps, ceci dû au problème d'enclavement que connaissent certaines zones dans la région de l'extrême nord, certaines zones qui sont pratiquement inaccessibles, surtout en cette saison de pluie. Et pour l'heure, je le disais, que les commissions de supervision de vote sont au cou et au moulin. Il est question pour eux de compiler les résultats pour que dès demain jeudi, le verdict final puisse vraiment tomber. Mais déjà, pour l'information de nos téléspectateurs,
Et sur les 47 communes que compte la région de l'extrême nord, les tendances sont à l'avantage RDPC et qui risque de remporter comme en 2007 les communes avec une majorité absolue. Excusez-moi de cette répétition. Dans d'autres circonscriptions, le parti au pouvoir risque de partager le siège avec les partis d'en face, tels que l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, l'ANDP de Amadou Moustapha, le MDR de Dako Daïsala et bien évidemment l'ADD de Garga Ahmad Hadi. Et il faut également ajouter que si les résultats confirment les tendances, le RDPC sera quand même en ballottage défavorable, très défavorable dans certaines communes. Et le parti comme le MDR et l'UNDP risquent de avec une majorité absolue, Donald. Voilà, Célestin Tabouli, vous ne partez pas. Alors, en marge de cette actualité électorale, quelle est la situation des sinistrés et des réfugiés suite aux inondations dans le Mayo Danaï? Oui, Donald, avant de revenir sur la situation des sinistrés du Mayo Danaï, il faut souligner pour l'information de nos téléspectateurs que le département a vécu hier, je vais dire le département du Mayo Danaï, a vécu hier des hautes tensions post-électorales. S'agissant des sinistrés à présent, de l'arrondissement de Kaikaï, toujours dans le département du Mayo Danaï, ils sont au nombre de 3267 recasés dans 2 sites de fortune. Le premier site, 6 à l'ancien marché de Bégué-Palam, a accueilli déjà 850 sinistrés victimes des inondations intervenues dans la nuit du 9 septembre dernier, et plus précisément dans la localité de Dougui. Les autres, c'est-à-dire les 2407 victimes des récentes inondations survenues à Bégué-Palam même, sont entassées, je vais dire, passez-moi cette expression, à l'école publique de Bégué-Palam. Rappelons également que ces sinistrés se sont acquittés de leur devoir civique en allant massivement voter le 30 septembre dernier. Célestin? Alors, oui, Célestin Tabouli? Il faut rappeler que les sinistrés se sont acquittés de leur devoir civique en allant massivement voter le 30 septembre dernier. Pour l'heure, les sinistrés sont très bien encadrés parce que déjà le chef de l'État avait envoyé comme de 60 millions pour ces sinistrés et les génies militaires aidés par la population sont également à pied d'œuvre sur le terrain, nuit et jour. Ils sont en train de s'activer afin de réduire la vitesse des eaux, afin de limiter les dégâts. Donald, il n'est pas à exclure que le danger est déjà épargné vu la montée des eaux au niveau du fleuve Logone. Quand même une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle également. La bonne nouvelle, c'est que la saison pluvieuse tire déjà vers sa fin dans la région de l'extrême nord. Et la mauvaise, c'est que les eaux continuent toujours de monter dans le fleuve Logone. Et ces eaux proviennent notamment de la Damawa, la région réputée du château d'eau du Cameroun. Merci, on dirait qu'à ce Célestin. moment, le pire peut encore se produire, surtout que la montée des eaux est tellement observée ces derniers temps. En tout cas, Donald, on ne le souhaite pas. Les bons tous les yeux vers le bon Dieu pour que depuis ce que nous avons vécu en 2012, ce cauchemar ne puisse plus revenir. Peut-être pour vous quitter, Donald, il faut également rappeler que la région de l'extrême nord, affectueusement appelée la plus belle du Cameroun, ne vit pas seulement les affres des inondations, mais cette région connaît également l'expression de la secte islamique Boko Haram qui fait souvent des rages au niveau des villages frontaliers. Célestin Tabouli. Oui, Célestin Tabouli. Alors, nous serons... on vous donne rendez-vous demain puisque nous avons encore beaucoup d'informations à recueillir de votre côté. Certainement qu'on sera ensemble demain pour la suite de cette actualité autour du scrutin du 30 septembre dernier. On va essayer d'aller dans une autre région du Cameroun, cette fois dans le sud, avec Louis de Gonzague Nga, qui est certainement en ligne si les dieux de la technique sont avec nous. Bonsoir, Louis de Gonzague Nga.
Louis de Gonzaga, qui va donc se faire attendre un tout petit peu, le temps, n'est-ce pas, d'entrer définitivement en contact avec ce correspondant qui se trouve donc dans la région du Sud, où nous aurions souhaité avoir quelques informations. Voilà, la technique me signale qu'il est en ligne. Bonsoir Célestin, bonsoir Louis de Gonzaga. Oui, bonsoir. Alors, pouvez-vous nous faire le point sur les conclusions des commissions départementales et communales de centralisation de vote dans cette partie du pays? Il faut dire qu'en attendant la proclamation officielle des résultats par toutes les commissions de supervision, déjà au niveau des élections communales, selon les informations que nous tenons de diverses sources, le RDPC l'a emporté dans tout le Djai-Lobo au grand nombre de ses installateurs, qui étaient le Social Democratic Front de Nijong Sundi et l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès d'Amadou Moustapha. Tout autant, bien qu'avec un écart relativement faible, le parti au pouvoir a raté la mise à crédit et au lendemain, au terme des choses employeurs qui l'ont opposé à l'Union démocratique du Cameroun, du docteur Adamou Ndamblaya. Il va sans dire que dans le département de la Villa, où le RDPC a fait campagne seul, les résultats ne peuvent que lui être favorables. Par exemple, à Mangon, il a réalisé un score de 96,16%, tandis qu'à Ebolova, deuxième, le tableau affiche 96,69%. Dans cet aéropage de résultats, l'arrondissement de Vangan s'en tire avec le meilleur score de la Villa en faveur du RDPC, à savoir 99,57%. Une performance qui risque d'être la meilleure sous réserve des résultats du département de l'Océan et de bien d'autres circonscriptions toujours attendues. Louis de Gonzague, et quelle est la situation du côté du Djai-Lobo? Du côté du Djai-Lobo, je l'ai dit tantôt, le RDPC a rappelé la mise de ce côté-là, où il était en concurrence avec le SF, Nijong Sundi, et l'ANDP de Amadou Moustapha. Donc, dans toutes les communes, le RDPC a réussi à imposer ses conseillers municipaux. Il en va de même des 5 places, de 5 sièges des députés qui étaient prévus de ce côté-là. Cette autre question, quel a été le taux de participation à cette élection et qu'en est-il des bulletins nuls? En attendant d'y voir plus clair, à travers les résultats globaux, il faut déjà dire que la question du taux de participation reste un sujet à caution ici. En effet, alors que les responsables des NECAM l'envisagent autour de 80%, les résultats sur le terrain les situent entre 35 et 90% dans les bureaux de vote, selon qu'on est dans la zone urbaine ou dans la zone rurale. Une situation due au fait que de nombreuses cartes électorales n'ont pas été retirées par leurs propriétaires, sans oublier le deuxième facteur non moins déterminant, à savoir que certains potentiels électeurs possédant pourtant une carte ont délibérément refusé de se rendre aux urnes. L'autre fait à relever au terme de ce double scrutin descend en base le nombre de bulletins nuls qui avoisine ici par endroit 11% nombre de votants dans les villes en l'occurrence. Alors, comment les populations de la région du Sud, accueillent-elles ces résultats? Il faut dire que l'ambiance observée actuellement dans les QG du RDPC notamment est subséquente aux résultats que ce parti a obtenu. Parti politique au pouvoir qui, disons-le ainsi, a rappelé la mise pratiquement dans toutes les communes de cette partie du pays qui, à tort ou à raison, est considérée comme bastion imprenable et socle granitique du RDPC et du chef de l'État, Paul Biya, qui, rappelons-le, est natif de la région du Sud. Au cours de la proclamation des résultats, les militants ne se sont pas gardés d'acclamer leur victoire et de chanter des louanges au président Paul Biya. Voilà. Louis de Gonzague. Oui. Merci Louis de Gonzague. Nous serons avec vous certainement demain pour la suite de cette actualité autour du double scrutin du 30 septembre dernier. Merci.
À retenir de cette édition d'information, tribunal criminel spécial, Ephrem Inoni et Jean-Marie Atangana Mbara écopent de 20 ans d'emprisonnement. Les prévenus reconnus coupables des faits de détournement des deniers publics, désormais condamnés, disposent de 48 heures pour se pourvoir en cassation. Et puis en Italie, une reculade de Silvio Berlusconi sauve le gouvernement d'Enrico Letta. Mesdames, Messieurs, vous satisfaire est notre quête permanente. Fin du journal.